Allez-y, installez-vous. Bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette troisième Big Conférence du Festival Big Bang. Pour information, je vous rappelle que la quatrième et dernière Big Conférence aura lieu ici même demain à 14 heures sur l'observation de la Terre et que nous vous donnons rendez-vous aussi cet après-midi à 16 heures pour le grand débat en présence de Jean-François Clairvoy notamment sur la fragilité du vaisseau Terre. Voilà. Donc cette troisième Big Conférence a pour thème cet après-midi le drone, une technologie de l'espace au service de la Terre. Et je vais céder la parole à Monsieur Grolot, le président de Cluster Atos, qui va nous présenter un petit peu cette structure et qui va nous présenter le contenu de cette Big Conférence. Voilà, je vous cède la parole. C'est à vous. Oui, bonjour à toutes et à tous. En fait, je suis très fier et très honoré d'avoir été invité par Big Bang pour présenter des drones et pour aussi vous présenter des projets associés aux drones, des projets innovants qui vont être présentés par des étudiants. Alors, je vais vous raconter ça juste un petit peu après. Je vais commencer par vous présenter un peu Cluster Aethos. C'est un cluster que j'anime. C'est un cluster régional. Alors, il faut juste se rappeler et être informé que le Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine a été la première région en France à être convaincue du potentiel du drone. Et c'est pour ça qu'ils ont créé en 2010 le cluster Aethos. Ce cluster est né avec une vision assez simple. Le président de région s'est dit que dans 20 ans, 30 ans ou peut-être 40 ans, nous allions passer de l'aéronautique pilotée à de l'aéronautique non pilotée et qu'il fallait préparer ce changement, préparer les entreprises, les universités et les laboratoires à ce changement afin de conserver déjà des emplois et surtout créer de nouveaux emplois, créer de nouveaux services, créer de nouveaux usages, etc. dans le monde du drone. Et donc, ce cluster que vous voyez, en fait, a pour ambition de fédérer et de rassembler tous les acteurs de la région afin de développer cette filière en Nouvelle-Aquitaine. Alors, parmi toutes les activités du cluster, une action très importante est tournée vers la formation des jeunes. Et par rapport à cela, on a créé en 2013 un concours drone qui s'appelle Aethos, concours Aethos Challenge Concept Drone, avec la collaboration d'établissements d'enseignement supérieur dans des origines aussi diverses que... Alors on travaille avec l'Université de Bordeaux et le pôle mécanique de l'Université de Bordeaux, des futurs ingénieurs électroniques de l'ENSERM Matmeca, des informaticiens du Labri, des gens du digital avec l'École supérieure du digital, mais également l'intérêt de ce challenge, c'est mélanger des ingénieurs avec des commerciaux et des designers. Donc on a la chance d'avoir également dans ce concours des étudiants de l'École de commerce de l'INSEC et de Catch Business School, et pour finir, des designers de l'École de Condé Créa Sud. Alors l'objectif, ce concours réunit 3 équipes pluridisciplinaires. Alors quand je dis pluridisciplinaire, c'est que nous avons dans chaque équipe des étudiants de chaque école et université que je vous ai cité précédemment. Et l'objectif de ce concours est qui nous présente un projet innovant sur les 3 disciplines, aussi bien technique, commerce et design. Alors aujourd'hui, vous allez avoir la chance de voir 2 de ces projets. Alors pour votre information, ce concours se termine fin juin. Alors je vais découvrir avec vous ce que je vais voir dans 15 jours au dernier jalon. Mais donc le message qu'on leur dit aussi pendant toute l'année, faites-vous plaisir, faites-nous rêver. Et j'espère qu'ils vont vous faire rêver pendant cette petite heure. Je vais donc laisser la parole au premier groupe qui s'appelle CERES, avec le partenaire industriel qui leur a fourni une problématique, qui est Lilian Valette de Téléspadio. Ah, en fait, ça fait une demi-heure qu'on est là pour régler des problèmes techniques. On espère que ça va marcher. On prie, enfin,
Donc, qu'est-ce que je peux vous raconter sur les drones? Je pourrais rester toute la journée pour vous raconter tout ça. Ah, voilà. C'est bon. Je te laisse la parole. Donc, bonjour à tous, Lilian Valette. Je travaille pour le groupe Téléspazio. Donc, rapidement, Téléspazio, pour vous présenter ce groupe, c'est un groupe filial de deux groupes spécialisés en aéronautique, spatiale et défense, Thales, et un Italien, Leonardo, qu'on appelait anciennement Finmeccanica. Ces deux grands groupes ont décidé en 2005 de créer ce qu'on appelle la Space Alliance, en prenant des participations croisées dans deux autres groupes. L'un qui s'appelle Thales Alenia Space, qui fabrique des satellites, et puis l'autre qui est Téléspazio, qui conçoit, distribue des services basés sur de la techno satellitaire. Jusque-là, exclusivement satellitaire, et puis on s'est ouvert après, on va le voir, à d'autres vecteurs. Les trois principaux métiers de Téléspazio, ils sont indiqués ici rapidement, ce qu'on appelle l'opération satellitaire. Certains opèrent des drones, d'autres opèrent des avions, pilotent des avions. Nous, on fait la même chose, mais avec des satellites. Deuxième métier, c'est télécommunication. Alors, télécom, pas dans le sens forfait Orange et SFR ou autre. C'est pour répondre à des besoins de télécommunication un peu particuliers qui vont nécessiter une fiabilité et une sécurité de l'information assez élevée. Alors, soit pour des besoins militaires, soit pour, on a un exemple qui n'est pas très loin d'ici, qui est le groupe Intermarché. Voilà. Le groupe Intermarché, il y a un point en Europe qui distribue régulièrement des informations commerciales à 3600 boutiques dans l'Europe. Et ces informations, essentiellement des fichiers commerciaux, sont envoyées par satellite sur les 3600 magasins en Europe. Troisième métier, celui dont on parle aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle la géo-information, observation de la Terre. Et là, effectivement, depuis 2013, on s'est implanté en région Aquitaine. Et avec le conseil régional Nouvelle-Aquitaine, on a décidé de travailler sur trois problématiques: viticulture, agriculture, sylviculture et littoral. Et voyons comment l'image, que ce soit satellite, avion ou drone, peut apporter une information qui va servir à ces différents métiers. Alors, pourquoi aujourd'hui c'est moi qui suis ici pour présenter la problématique Bonduelle? Tout simplement parce qu'avec Bonduelle, on travaille depuis, Téléspazio travaille depuis 3 ans sur une problématique qui nous a été présentée par Bonduelle. Ils sont venus nous voir en 2016 en nous disant, voilà, on a embauché un opérateur de drone. On a pris des images dans nos parcelles et il se trouve qu'on a une plante qui nous embête dans les parcelles de maïs, de haricots. Et cette plante, quand on regarde les images, effectivement, on la voit. Sauf qu'on ne veut pas mettre quelqu'un derrière un PC pour aller identifier manuellement cette image. Est-ce que vous pourriez nous aider à identifier automatiquement cette image? Et donc, on a la chance voilà. Donc, un petit peu étrange. Juste pour vous dire qu'avec le groupe Bonduelle, on a la chance de faire des choses qui peuvent ressembler un petit peu à ce jeu. Un jeu que vous devez connaître, qui est Où est Charlie? Donc, Où est Charlie? On a une image avec plusieurs personnages. Et dans cette image, il va falloir reconnaître où est le petit bonhomme qui a le bonnet rouge et le pull rayé. Alors, au mieux, pour des personnes entraînées, ça va prendre quelques dizaines de secondes. Et en général, c'est plutôt plusieurs dizaines de minutes. Donc ici, voilà, Charlie, il est là. Alors nous, on ne travaille pas réellement sur ces types d'images, bien sûr, mais sur ce type-là. Donc là, on a une image qui a été prise par drone sur une parcelle de maïs. Et l'objectif, ça va être de regarder au sein de cette image où est-ce qu'on a la plante qui embête le groupe Bonduelle.
Et comme vous pouvez le voir, la plante, elle est ici. Donc pas forcément évident à pouvoir l'identifier rapidement. Rapidement parce que justement c'est aussi une problématique pour Bonduelle. Ce qu'ils nous ont dit, c'est OK, vous nous avez montré que sur la base d'un test que vous étiez capable d'identifier cette plante, mais on a une autre contrainte, c'est qu'on souhaite que l'opération drone se fasse 10 jours avant récolte, et puis on souhaite avoir les résultats de votre identification au plus vite après ce vol. L'objectif, c'est que toutes les identifications que vous nous aurez données, on puisse aller sur le terrain et puis prendre des actions, et notamment couper cette plante. Voilà, et donc on a décidé de travailler sur ce qu'on appelle du système embarqué drone. Donc l'objectif, ça va être de pouvoir embarquer nos traitements à bord d'un drone. Donc là, ce que vous voyez, c'est un drone. Ce drone est équipé d'un capteur, bon, quel que soit le capteur, là on a pris cet exemple, mais on en utilise également d'autres, et puis également une carte graphique. Et c'est sur cette carte graphique que l'on va intégrer les algorithmes de traitement d'image. Voilà, là, on définit le plan de vol qui va permettre de couvrir la totalité de la parcelle. Et puis ensuite, on va demander à notre programme de jouer à Charlie. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, chaque fois qu'il y a une acquisition d'images, à bord du drone, sur la carte graphique, il y a la détection qui va s'opérer. Donc, on repère la plante. L'objectif, c'est de pouvoir garder l'information de détection. Donc, bon, je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais on voit qu'il y a du maïs, on voit qu'il y a la plante qui nous intéresse, mais il y a aussi bien d'autres spécimens que l'on retrouve dans les parcelles. Donc il n'est pas toujours évident de faire cette distinction. Hop, ici, l'objectif effectivement, c'est de pouvoir fournir ce type de résultat à la fin du vol. Donc on a la parcelle. Chaque point représente une plante qui a été détectée. Et ce qu'on livre à Bonduelle, c'est le contour de cette parcelle, les localisations et un tableau qui va reprendre les positions GPS de chaque détection. Ils ont ensuite 9 jours, 10 jours pour aller sur le terrain, soit couper les plantes, soit, ce qu'on réfléchira peut-être un peu plus tard, c'est de savoir comment on va pouvoir embarquer cette carte dans le matériel qui leur sert à récolter. Et puis, quand on arrive dans des zones qui sont vraiment très occupées par cette plante, ça sera peut-être d'éviter cette zone, plutôt que d'envoyer des gens couper l'ensemble des plantes qui sont présentes. Donc je vais maintenant passer la parole au groupe CRS. Alors oui, tout ça pour dire qu'on travaillait avec Bonduelle et que lorsqu'on a demandé avec Jean-Marc à Bonduelle d'accompagner un groupe, ils leur ont donné une problématique, c'est, voyez si en l'espace de la durée du challenge, si vous êtes capable par drone d'identifier le stade floraison de nos parcelles maïs et haricots. Alors pourquoi la floraison ? Parce que lorsqu'on sait qu'une parcelle a 80% de fleurs, on sait exactement quelle sera la date de récolte. Et donc on va savoir définir combien de personnes je vais pouvoir mettre sur cette parcelle, combien de machines, et puis organiser toute la chaîne de production en termes de capacité de traitement. Voilà, donc je laisse la parole au groupe CRS. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Yaroslav et avec moi il y a Ninon et Sébastien. Donc nous sommes réunis aujourd'hui au Festival Big Bang, dont le thème est la Terre vue d'en haut. Je disais donc qu'on était réunis au Festival Big Bang, dont le thème est la Terre vue d'en haut. Effectivement, il suffit parfois de prendre un peu de hauteur pour porter un regard nouveau, novateur, et s'apercevoir de choses jusqu'alors insoupçonnées. Aujourd'hui, il est nécessaire d'être conscient des effets de l'agriculture intensive, de la monoculture qui tend à être une gêne pour la biodiversité. Combiné à l'apport d'intrants chimiques,
à une surexploitation des sols, ce procédé entraîne une simplification des écosystèmes. Depuis les années 90, une véritable communauté scientifique porte ses recherches sur ce que l'on appelle l'agriculture de précision. Elle implique plusieurs champs disciplinaires. Cette communauté s'intéresse notamment à la mesure et au développement de nouveaux capteurs embarqués, mais aussi aux méthodes de traitement du signal et de données issues de l'agriculture. Ainsi, le défi de notre génération actuelle est de pouvoir au mieux tirer profit de ces ressources, et ce, de manière durable. C'est avec cette philosophie qu'est venu nous trouver Bonduel. Pour y contribuer, nous avons uni des ingénieurs mécaniciens, informaticiens, des designers et des commerciaux. Et nous avons fondé CERES. Imaginez un monde où chaque goutte d'eau est utilisée à bon escient, où chaque plante reçoit la juste quantité d'eau. Imaginez un monde où les intrants chimiques sont quasi inexistants. Imaginez un monde où la prolifération des maladies est évitée par détection et extraction automatique du moindre plant malade. Un monde où chaque plante peut atteindre sa maturité et où la croissance de celles-ci sont respectées. Enfin, un monde où l'on peut se projeter dans le temps et prévoir les récoltes. Eh bien, CERES croit en ce monde et a vocation d'accompagner les grands groupes agricoles ainsi que les exploitants dans l'évolution de ces terres, qui osent donc innover pour le bien des terres. Mais saviez-vous qu'entre le champ et l'assiette, il nécessite bien plus d'une action. Tout débute donc avec le semis, qui, une fois dispersé, donne vie à chaque plant. La floraison de ceux-ci est suivie de la récolte donc des fruits et des légumes, qui entraîne un balai d'une multitude de main-d'œuvre. Cette récolte est ensuite lavée, transformée et conditionnée pour enfin arriver jusqu'à vos assiettes. Dans ce processus, la floraison est une étape charnière, car comme l'a dit Lilian précédemment, elle permet de déterminer la date de floraison. Et donc toute la logistique qu'elle induit derrière. Ainsi, de savoir exactement le moment où fleurit un plant permet de savoir précisément quand le récolter et donc de mieux s'organiser. Actuellement, cette estimation est faite par une main-d'œuvre saisonnière qui, pour ici Bonduel, représente le travail de 4 personnes sur 120 jours par an et sur 2200 hectares, tout en sachant que la taille de ces parcelles peuvent atteindre une dizaine d'hectares, ce qui représente la valeur d'une quinzaine de terrains de football chacun. Ainsi, c'est pourquoi CERES souhaite donc accompagner et combiner l'expertise agricole avec la fiabilisation technologique pour permettre de mettre fin à ce travail pénible et de pouvoir gagner en précision. Dans la continuité des travaux de Téléspazio sur les images satellites radar, nous avons souhaité développer un outil de prise de vue au plus proche des cultures. Donc pour ce faire, nous avons opté pour une technologie embarquée sur drone alliant une prise de vue rapide et des algorithmes d'aide à la décision. Nous avons imaginé un dispositif qui simplifierait le travail des agriculteurs et leur apporterait une meilleure efficacité. Un défi technologique est la taille des données. Par exemple, prenons une parcelle de 10 hectares de haricots et nous souhaitons compter chaque fleur de chaque pied d'haricot. Donc pour information, une fleur de haricot n'est pas plus grosse qu'une pièce de 2 centimes. Donc cela reviendrait à compter plus de 3 millions de fleurs sur cette parcelle, sur des milliers d'images. Cela représente un travail colossal. C'est pourquoi CERES veut capitaliser ces données dans le temps et permettre un suivi innovant des cultures.
nous avons conçu une application unique qui permet à la fois une vision globale et très précise de l'avancement de la floraison, et ainsi distinguer des zones plus ou moins fleuries au sein d'une même parcelle, ce qui permet alors d'optimiser les futures récoltes. Nous croyons que cette application permettrait de balayer les incertitudes et les erreurs éventuelles liées à l'homme. Notre application pourra également faire l'ajout d'autres moyens de suivi de culture, comme la météo, la quantité d'intrants disséminés sur la parcelle, les dégâts liés aux différents animaux sauvages, et également faire le croisement de toutes ces données pour créer des modèles prédictifs au fil des années. Pour finir, c'est pour toutes ces raisons que CERES contribue à l'agriculture de demain. Donc je vous remercie de votre attention durant cet exposé. Allô ? Oui. Alors, je pense qu'il faut les remercier et féliciter parce que c'est difficile d'être ici. Je peux vous dire, moi qui ai un peu l'habitude, c'est quand même difficile d'être dans une grande salle comme celle-là, qui est une très belle salle, et de parler devant vous. Et ce sont des jeunes étudiants. Ils ne sont pas encore diplômés. Et voilà, parmi toute l'équipe, il n'y en a que 3 qui ont voulu venir. Donc, si vous pouviez une nouvelle fois les féliciter. Et je peux vous dire que Bonduelle, en fait, on les a rencontrés très tôt. Et alors, juste pour vous expliquer comment ça fonctionne, Bonduelle a proposé une problématique. On a travaillé avec Bonduelle pour réfléchir à comment, en fait, c'est surtout eux qui ont réfléchi avec Bonduelle pour comprendre la problématique. Et après, Bonduelle les a laissés, on va dire, open bar, réfléchir à des solutions. Mais par contre, nous, alors quand je dis nous, c'est le conseil régional, tous les partenaires et les professeurs, on fait des revues de projets, en fait, entre tous les mois et demi, et on les fait passer, je dirais, pas la casserole, mais ils passent devant nous, et on est assez, on va dire, des fois assez... On est très exigeant sur ce qu'ils doivent présenter. Et donc, sachant qu'on a dans le public des professionnels aussi bien du commerce, du marketing que des professionnels techniques. Alors, je suis obligé de parler pendant qu'ils remettent la technique. Alors, ce qui se passe après, c'est que normalement, c'est le groupe Cassou qui a apporté une problématique. Voilà, ça tombe bien. En fait, Madame Siles, qui est la représentante du groupe Cassou, a eu un problème familial hier soir. Et donc, j'ai l'immense... je dois aujourd'hui, en fait, à remplacer. Alors, je vais lire ce qu'elle m'a écrit parce qu'elle m'a envoyé son texte ce matin. Donc, c'est à moi d'expliquer, en fait, ce qu'est le groupe Cassou et pourquoi ils se sont lancés dans ce challenge. Et après, vous aurez donc les étudiants qui vous présenteront, en fait, leur projet. Ah, merci. La technique arrive juste quand je dois présenter le groupe Cassou. Je suis désolé de dire, hein, je n'ai pas d'autre solution parce que je ne maîtrise pas très bien Cassou. Donc, implanté en Gironde, le groupe Cassou est une ETI familiale indépendante qui porte le nom de son fondateur et président Henri Cassou. Elle compte 33 filiales et emploie 1200 salariés, dont 900 sur le territoire de Bordeaux Métropole. Les travaux publics, cœur de métier historique du groupe, représentent encore aujourd'hui 40% de son activité. Depuis 50 ans, le groupe s'est développé dans les métiers du bâtiment, de l'environnement, de la valorisation des déchets et de l'immobilier. En 2017, le groupe Cassou a réalisé 225 millions d'euros de chiffre d'affaires sur marché public et privé, au travers de grands projets d'aménagement et de construction, ainsi que de petits travaux de proximité. L'innovation et la création d'activités a toujours été pour le groupe un moteur de croissance. En outre, comme tous les acteurs du BTP, il est confronté aujourd'hui
aux défis d'industrialisation et de la digitalisation de ces métiers, ainsi qu'à l'impact de la transition énergétique. C'est pourquoi le groupe mène une politique d'open innovation avec les acteurs de l'écosystème local, industriel, académique, public et privé. Notre partenariat avec le cluster Aeto s'inscrit dans cette démarche. La technologie des drones issus de l'aéronautique apporte des solutions pertinentes et des problématiques sur plusieurs de nos métiers. Inspection des réseaux d'eau usée et des réseaux unitaires, prévention des départs de feu pour l'activité de valorisation des déchets verts, topographie pour la gestion des déchets issus des chantiers, modélisation des bâtiments. Dans le cadre du concours Aetos, nous avons soumis aux étudiants le souhait de notre filiale BDS, spécialisée dans la déconstruction, de robotiser des tâches dans les métiers de désamiantage afin de réduire pour nos collaborateurs les risques sur la santé et la pénibilité du travail. L'équipe Puramia, dont nous avons 2 représentants aujourd'hui, a travaillé avec les équipes de BDS pour développer une solution qui sera pilotée à distance permettant d'enlever l'amiante friable qui se trouve dans les sols, les murs et les plafonds. Donc, je vais laisser la main donc, à l'équipe Puramia. Alors, juste pour votre information, quand on parle de drones, aujourd'hui, on voit souvent des drones aériens. Il faut juste savoir que dans le monde des drones, en fait, vous avez soit des drones aériens, des drones terrestres, des drones maritimes et des drones sous-marins. Et dans le cadre de ce concours avec l'équipe Puramia, en fait, ils ont travaillé sur un drone terrestre. Je vous laisse la main, les jeunes. Alors bonjour à tous. Tout d'abord, merci de vous être déplacés pour assister à notre conférence aujourd'hui. Et avant de commencer, j'aimerais aussi, au nom de l'équipe Puramia, remercier le Big Bang Festival et évidemment le cluster du Challenge Drone, Monsieur Grelot, de déjà nous avoir donné l'opportunité de participer à ce projet et évidemment de nous avoir conviés ici aujourd'hui. Alors, vous avez peut-être vu sur la slide d'avant, la problématique est longue et compliquée. En résumé, qu'est-ce que c'est ? Attends, en résumé, c'est... On doit proposer une solution par drone pour lutter contre l'amiante sur tout type de surface. Alors dans la problématique d'avant, il s'agissait d'amiante friable. Donc très rapidement, ça c'est de l'amiante. On la retrouve sous plusieurs formes. Friable, en fait, ça veut dire qu'elle peut se dégrader sous forme de poussière et se répandre dans l'air. Et ça, c'est un risque pour nous. C'est un risque de l'aspirer dans nos poumons. Alors l'amiante, ça a plusieurs propriétés. Tout d'abord, avant, c'était très simple à trouver, à créer. Et simplement, ça a des propriétés isolantes, donc de l'isolation sonore, mais aussi thermique. Ce qui fait qu'on retrouvait ça auparavant, beaucoup dans la construction des maisons, donc pour isoler les murs, les cloisons, mais aussi les dalles, et aussi dans la calorifugation, je crois que ça se dit comme ça, je ne suis pas sûr, de la tuyauterie. Alors évidemment, je ne sais pas pourquoi, mais à un moment donné, on s'est aperçu que ça a créé beaucoup de maladies, donc cancer des poumons, mais pas que ça. Donc on a beaucoup de maladies respiratoires et toute une ribambelle de maladies qui sont graves et qui bien souvent se révèlent des dizaines d'années après la première exposition. Alors en 97, la France a décidé d'arrêter d'utiliser de l'amiante et de mener des actions pour désamianter en fait toutes les structures où on pouvait en trouver. Alors, voici à quoi ressemble à peu près un chantier de désamiantage. En haut à gauche, vous pouvez voir, on est obligé d'isoler toute la zone. Effectivement, on met la zone sous aspiration, ce qui fait que quand on est dans la zone en chantier, il y a une dépression qui se crée. En fait, si je casse le mur, soudainement, l'air rentre et ne sort pas. Donc, comme ça, l'extérieur n'est pas contaminé. Vous pouvez voir aussi que le personnel porte des combinaisons. Ces combinaisons sont totalement étanches. On a des masques de respiration et ils sont obligés de passer à travers un certain nombre de sas pour rentrer dans la zone confinée, et même quand ils ressortent, c'est le même système, ils doivent prendre des douches, se déshabiller, reprendre des douches, etc. Et après quoi, les déchets amiantés sont stockés, en tout cas sont d'abord emballés de manière minutieuse. Donc j'espère que vous l'aurez compris, c'est un travail fastidieux qui coûte à la fois en argent mais aussi en énergie. Alors, oui, alors le drone, ce sont de l'espace au service de la Terre. C'est très vrai dans notre cas, puisqu'on a décidé de faire un drone terrestre, comme je vais vous laisser Modibo présenter. Alors bonjour à toutes et à tous.
Alors là, nous avons opté pour une solution qui est beaucoup plus terrestre. En gros, notre drone, comme vous pouvez le voir, en fonction de la taille de la personne, notre drone fait, avec le bras levé, ça peut étendre jusqu'à 3,50 m. C'est-à-dire, parce que comme on peut le voir, pratiquement l'air pour eux, le principal problème, c'est quoi? C'est de partir chercher toutes les surfaces possibles. C'est-à-dire, on peut voir les recoins qui sont en haut, donc il faut que les drones soient vraiment modulables et que les bras puissent partir chercher tous les petits recoins. Donc, c'est pour ça qu'on a proposé cette solution avec les bras maniables. Donc, vous pouvez le voir, et ces drones sera, pour l'instant, ce n'est que la partie expérimentale, ce n'est pas encore opérationnel. Et ce drone sera équipé aussi d'une intelligence artificielle qu'on en parlera un peu plus tard. Alors là, comment les drones sera? Les drones, ça c'est la partie qu'on peut le voir, on a... Non, il n'y a pas de question. Et là, on a une partie qui est vraiment la partie de stockage et une autre partie qui sera vraiment pour les batteries parce que souvent, quand ils sont dans les sentiers où il y a beaucoup d'endroits, souvent ils n'ont pas d'électricité, où ils sont obligés de travailler avec le groupe électrogène. Donc, pour nous, le drone, il faut qu'il y ait vraiment une autonomie qui soit vraiment considérable. Et pour l'aspiration aussi, il faut que le drone ne soit pas contaminé. Donc, il faut qu'il y ait un système d'aspiration et qu'il faut qu'il ait la capacité de faire dégager le chaleur du moteur. Et surtout, quand il va prendre, surtout quand il fait dégager le chaleur, il ne faut pas qu'il soit contaminé en ventilation. Donc, il y aura un peu de filtre ici sur cette partie que vous pouvez le voir en haut à droite. Et là, comme vous pouvez le voir, alors là, on a parlé des amiantages. Le drone, il va poncer les murs et tout. Mais après, il y a un problème après. Quand il ponce le mur et qu'il aspire, l'amiante, il faut que l'amiante soit vraiment traitée. Et ce drone-là, comme vous avez vu la taille, c'est une machine qui peut prendre jusqu'à 800 litres d'amiante. Donc ça va poser problème. Donc, c'est quoi le problème? Une personne ne va pas s'amuser à apporter, par exemple, des kilos, des 50, 60 kilos. Donc, on a songé à mettre un système sur place qui permettra de mettre des petits chariots avec des petites, comme vous pouvez le voir, des petites sacs à des 20 kilos maximum. Donc, à chaque fois qu'il atteint 20 kilos, un sac se déplace, l'autre sac se met. Donc, au fur et à mesure, jusqu'à ce que le drone, jusqu'à ce que le compartiment amiante soit rempli. Par contre, on a songé aussi à un problème. C'est quoi? Pratiquement les dalles de mur, c'est quoi? Par exemple, il y a des dalles qui peuvent porter, par exemple, 50 ou 100 kilos par mètre carré, et d'autres ne peuvent pas. Donc, pour cela, on a songé directement pour si la personne, avant de commencer d'aspirer, il faut qu'il prenne en compte de ça. Donc, pour un débit, il est obligé de mettre les poids que les dalles peuvent supporter. Donc, à partir de ça, si ça peut supporter 200 kg par mètre carré, donc on ne dépasse pas ça. En fonction de ça, une fois que les 200 kg sont atteints, ils sont obligés d'enlever tout l'amiante qui sont dedans avant de continuer l'aspiration pour éviter le problème d'effondrement sinon la machine passera par l'étole. Alors, là, on va voir c'est quoi le roue holonome. Alors, le roue holonome, ça, c'est un système qui permet au drone de tourner dans tous les sens, quel que soit l'angle. C'est le roue qui a été développé par le groupe KUKA, le groupe allemand. Donc, on aurait aimé mettre une vidéo, mais on n'a pas ici. Donc, ça répond à notre problème, parce que souvent, comme ils sont en démolition, souvent ils se retrouvent dans les petites salles. Donc il faut que les drones puissent tourner dans tous les sens pour qu'ils puissent faire son travail aussi le plus efficacement possible. Et juste après, donc ça c'est la tête de la ponceuse et ce qui va avec. Donc la ponceuse et l'embout, comme vous pouvez le voir ici, c'est vraiment adapté.
Là, vous avez les petits angles ici, donc il va vraiment partir chercher les angles. Là, actuellement, il y a une solution qui existe qui est, ils peuvent désamianter, il y a un robot qui existe, mais il ne peut pas travailler sur toutes les surfaces possibles. Donc, notre robot doit répondre à ces problématiques-là et doit apporter une solution qui est de partir chercher, de partir chercher les amiantes sur toutes les surfaces pour que pour que le robot soit encore plus efficace. Alors, comme on... L'effet des mots. Je voulais vous montrer l'amiantor même en question, mais là, je ne sais pas. La vidéo ne passe pas sur ça. Bon. Ok, ça serait dommage quand même que vous ne voyez pas ça. Donc, je ne sais pas. Ben. Donc, je vais essayer de faire passer la vidéo juste après. Donc, là, aujourd'hui, ça, c'est notre solution, c'est qu'on propose. Et voilà, merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, on est là pour répondre. Alors, si vous pouviez aussi les féliciter, parce que je peux vous dire, c'est compliqué. Pendant que, si vous pouviez venir ici. Alors, ce que je vous propose maintenant, parce on avait prévu des présentations un peu plus longues, mais avec Stray, je pense qu'on va beaucoup plus vite que prévu. Ce que je vous propose, c'est que vous posiez des questions et en fait, vous leur demandiez comment ça se passe, ou vous leur demandez n'importe quelle question. On est tout ça pour vous répondre, aussi bien sur les drones que sur ce qu'ils font, sur comment ça se passe, etc. Oui. Sur votre prototype, il y a une chose qui m'a interpellé, parce que moi j'ai fait 50 ans de prototype, sur la partie des roues. Bon, je ne parle pas des roues en elles-mêmes, parce que je sais qui les fabrique, qui me choquait dans la présentation, mais j'ai vu deux présentations, si vous voulez. Vous avez une partie métallique devant et derrière. Donc si à votre ensemble, vous lui donnez un angle, vous touchez. Donc je suppose simplement ma question, est-ce que vous avez sur chacune des roues un espace de liberté en hauteur, l'amortissement est en hauteur, parce que là, tel que c'est représenté, si vous êtes avec un angle de 30 ou 45 degrés, vous touchez devant ou derrière. Si vous voulez leur montrer, on le voit. Alors, en gros, les roues là, ça ne tourne pas. Alors. Ça fait quoi? Alors, vous allez voir. C'est cette image-là dont vous parlez? En fait, ce sont des roues holoformes qui tournent sur elles-mêmes. C'est les drones même. Alors, oui. La hauteur de vos roues doit pouvoir se régler ou à une liberté dans le sens vertical. En fait, vous voulez dire, par exemple, si la machine est sous une pente, par exemple. Voilà, c'est ça que je veux dire. Par rapport à faire. Donc, si vous avez une liberté à un moyen de jouer sur les hauteurs, le problème n'est pas. Et tel que c'est représenté là, vous en avez autrement. Alors, l'avantage du bras, en fait, c'est que... Alors, l'avantage, c'est que le bras, justement, il va pouvoir permettre... on va pas avoir besoin de forcément déplacer la base, et le bras va pouvoir atteindre certains points compliqués. Et l'autre point, c'est que quand on a parlé avec les messieurs qui travaillent pour Cassou, ils nous ont dit en fait que la plupart du temps, ils n'avaient pas forcément de pente. Ils étaient pratiquement toujours à même le sol, si vous voulez. C'est possible, mais oui, c'est possible. Ça marche, merci du conseil en tout cas. Je pense qu'on va vous embaucher chez Cassou, je pense. Je pense que ça va être ta solution.
Alors, juste Bien pour sûr. information, en fait, il y a, lorsqu'on passe ces jalons en fait, que je vous expliquais tous les mois, là, en fait, il y a des représentants de Cassou, de BDS, en fait, ceux qui sont dans l'amiante, qui viennent aussi expliquer aux jeunes, savoir si ça passe ou pas. Donc, je laisserai les experts répondre de Cassou. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Bonjour. J'aurais aimé savoir si la machine est autonome ou si elle est pilotée par quelqu'un à l'extérieur, qui a une caméra, ou comment ça fonctionne exactement. Alors là, actuellement, on a opté pour pour les deux solutions. C'est-à-dire pour les surfaces planes comme ça, par exemple, sur cette surface est rectangulaire et la machine peut travailler seule. Mais par contre, pour des surfaces qui sont un peu difficiles à gérer, donc il va y avoir quelqu'un qui va passer en mode manuel, faire le travail. Allez-y, hein, soit je réponds, soit ils répondent, mais il ne faut surtout pas hésiter à poser toutes les questions. On est là pour ça. Même sur les drones, hein, si vous avez des questions générales sur les drones ou génériques. Attendez, prenez le micro parce qu'on est enregistré. Oui. Dans la partie du dessus, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est un système à abrasion et à aspiration. Je ne dis pas de bêtises. Est-ce que vous avez d'envisager dans votre approche un système aussi de préhension et tout ça, qui peut, premièrement, attraper les choses avec des poussières derrière, on est bien d'accord? Alors que là, c'est uniquement une abrasion. Donc ça va se limiter en avancement de travaux. Donc il peut y avoir un système où il y a de préhension articulée, et après derrière, le bras qui revient prendre l'abrasion sur quelque chose qui est déjà démonté. Alors la question, est-ce que vous avez aussi un système de préhension prévu sur ce type de machine? C'est-à-dire, peu importe, on peut imaginer tout ce qu'on veut en mécanique. Hein. Voilà. Là, pour l'instant, il y a un système abrasion, aspiration. Question. Alors, moi, je vais répondre. Non, mais je vais répondre. Clairement, c'était pas la demande. Alors, en fait, il faut juste se rendre compte que dans le cadre de ce concours, en fait, il y a une problématique apportée par Cassou, et en fait, ils ont répondu. Ils ont répondu à la problématique de Cassou, et ils n'ont pas envisagé toutes ces solutions. En fait, voilà, c'était pour répondre à un problème de Cassou. Ils se sont donc limités à répondre à cette problématique. Alors, une autre question. Après, je comprends votre question, monsieur. En fait, ce qui se passe, c'est que pour les chantiers de l'amiante, souvent l'amiante, elle est contenue directement à l'intérieur d'un mur, derrière, etc. Donc la stratégie, si on peut démonter le mur sans faire de poussière, sans le casser, c'est la technique qu'on va envisager. Et ça se fait peut-être avec les mains, je ne sais pas. Mais en tout cas, si on prend avec une pince, par exemple, on risque d'abîmer le mur. Et là, il peut y avoir des fibres d'amiante qui se répandent dans l'air. Et c'est exactement ce qu'on ne veut pas faire. Nous, la problématique à laquelle on répond, c'est notamment de simplifier le travail des ouvriers sur chantier qui, eux, à l'heure actuelle, utilisent une ponceuse qui sont obligés de tenir avec un support qui sert de bras de levier et qui vont poncer comme ça les murs. En fait, oui, allez-y, monsieur. Non, alors juste pour finir aussi, c'est que les jeunes sont allés sur le terrain. Il faut juste se rendre compte que les jeunes sont allés sur le terrain, voir les professionnels pour exactement comprendre le sujet. Et donc voilà, c'était juste important pour dire qu'ils ont vraiment répondu par rapport à une problématique qu'ils ont vue sur le terrain. Oui, je reprends simplement ce que j'ai vu tout à l'heure sur l'écran. Vous montrez des tuyaux. Pour les prendre sur le tuyau, vous ne cassez rien, mais vous pouvez créer des poussières quand vous tirez sur qui habille le tuyau, ben vous pouvez très bien faire de la poussière sans avoir une destruction de mur. On est bien d'accord? Sur le tuyau, vous disiez... Alors... Est-ce que je vous propose ce sujet-là, parce qu'il y a plein de questions derrière, est-ce qu'on pourrait en fait discuter après la séance, parce qu'il y a plein de personnes dans la salle qui souhaitent poser des questions, donc. Bonjour, je vous remercie à tous pour vos présentations. J'aurais voulu parler à l'équipe CRS, notamment par rapport au modèle de visualisation sur les champs avec l'équipe Banduel que vous avez pu travailler. J'aurais voulu savoir si les modèles de visualisation avec logarithme, certainement par rapport au repérage des adventices, est-ce que ça peut être développé et utilisé après sur des drones civils en tant que petits particuliers ou agriculteurs? Parce que là, c'est sur le gros groupe, mais est-ce qu'après, ça peut être développé à plus petite échelle de manière plus locale? Oui, tout à fait. En fait, notre idée, c'est de venir se placer en fait, après l'acquisition d'images par un drone. Et les images que vous avez pu voir, notamment avec la carte globale où vous avez des carrés de différentes couleurs qui indiquent le taux de floraison, en fait, elles ont été réalisées sur une simulation qu'on a mis en place.
Donc, où on a synthétisé un vrai champ avec une certaine floraison qu'on a voulu choisir au départ. Et on a simulé le vol d'un drone en fait, sur cette parcelle pour acquérir les images et faire le traitement de nos algorithmes dessus. Donc ça a donné les résultats que vous avez pu voir effectivement tout à l'heure. Question pour vous. Une autre question. Je voudrais savoir sur le drone, il est équipé de quel type de capteur? C'est une simple caméra? C'est une caméra infrarouge? C'est quoi? Il y a des... Donc, actuellement, on est parti sur une simple caméra. Et donc après, on opère des traitements sur du coup, les images qu'on obtient pour détecter vraiment que les fleurs qui nous intéressent. Donc, et pour revenir à la question juste d'avant, c'est oui, si un petit agriculteur veut faire ça sur son champ, il n'y a pas de problème. Soit il nous achète un drone et il veut donner notre drone dessus, soit il a déjà un drone, il fait ses propres acquisitions avec juste une caméra en fait. Et nous, on se vient de placer après, on récupère les images sur le logiciel et ça lui donne la carte entière. L'innovation est principalement basée en fait sur l'interface qu'on met à disposition des agriculteurs et des exploitants. Sur un drone aérien, il peut voler à combien d'altitude à peu près? En fait, c'est moi qui dois répondre, c'est ça? Je vais peut-être venir ici. Ça dépend du drone, moi je dirais. Non, alors drone aérien, en fait, vous avez tout type de drone. On va parler de... Alors sur le drone, on va dire les drones jouets, puisque comme tu es jeune, je vais te répondre sur la partie drone jouet. Aujourd'hui, il existe une carte au niveau français, c'est sur le site Géoportail, qui te donne, par rapport à où tu te trouves, ton altitude, en fait, où tu es autorisé. Alors, il faut juste savoir que dans les villes, vous n'avez pas le droit de voler avec des jouets, avec des drones. Mais vous allez sur le site et vous verrez que vous n'aurez pas. Autour de Bordeaux, c'est compliqué. Mais globalement, vous n'avez pas le droit de dépasser 150 mètres. Déjà, c'est de base, 150 mètres. Et après, en fait, pour le monde professionnel, c'est autre chose. Ils sont autorisés, ils font des documents auprès de la préfecture, auprès de la DGAC, ils remplissent des dossiers. Mais si c'est pour un drone jouet, tu peux aller sur le site tu tapes DGAC drone, tu verras en fait il y a des explications sur tout ce qui est jouet. Par exemple, il y a 10 règles à appliquer de base. C'est intéressant parce que par exemple, si vous avez des enfants, parce que je vois aussi il y a des personnes assez âgées, et qui sont bien plus jeunes que moi, mais qui ont sûrement des enfants, voire des petits-enfants, vérifiez également que les parents des enfants qui utilisent des drones jouets sont assurés. Parce qu'aujourd'hui, clairement, certaines assurances ne prennent pas en compte le vol de drones jouets, qui fait que si votre enfant, par exemple, il perd le contact avec le drone et que le drone cause un accident, vous n'êtes pas en fait couvert. Donc, vérifiez auprès de vos assurances que l'utilisation d'un drone jouet est couverte par votre assurance. Ça, c'est très important. Alors, ça fait partie des 10 règles. Vous n'avez pas le droit de voler de nuit, vous n'avez pas le droit de voler à côté des aéroports, etc. Mais il y a deux règles principales, c'est l'altitude. Donc, c'était une très bonne question. Donc, l'altitude, donc vous allez sur Géoportail, et l'assurance. Autre question? Non, mais allez-y, hein, parce qu'on est là vraiment... on a encore, je crois, un quart d'heure, je pense, et encore 10 minutes. Donc, si vous êtes là, c'est pour parler du drone. Donc, posez toutes les questions. Il n'y a pas de... Non? Ah, si. Voilà, ça va être un peu compliqué. Là, actuellement, on travaille, c'est la partie que je n'ai pas montré, mais c'est sur le deep learning, l'apprentissage profond sur les images. En gros, déjà, il faut respecter le document GRD qui vient de sortir, mais on doit chercher vraiment des données des données des surfaces normales et des données des angles comme ça. Donc après, on entraîne notre machine là-dessus. Ça peut prendre un peu plus de temps. Une fois qu'il arrive à classifier ces données-là, il dit telle partie, c'est voilà. S'il voit telle image, il dit oui, là c'est une surface. Là, il y a des angles. Donc une fois
qu'il arrive à classifier ça, on peut dire voilà, surtout avec vraiment un bon rendement. Donc une fois qu'on arrive à faire ça, on va mettre ça sur le drone. Et pour ces recherches aussi, à savoir que ces recherches sont financées actuellement par le crédit impôt recherche qui peut partir jusqu'à 20 000 euros. Ben, ça dépend. Donc, si le projet passe bien sûr avec le groupe Casso, on pensera à mettre ça sur place. Et ça, c'est des choses qui peuvent prendre 2 à 3 mois. Et si vraiment c'est possible, et si vraiment ça passe, on peut dire d'ici 4-5 mois, le robot sera opérationnel. Oui, je voudrais poser une question à CRS concernant l'identification qui a été montrée tout à l'heure, de coordonnées GPS des positions retenues, qu'on a vues en couleur. Ma question est la question fondamentale, toute simple, c'est est-ce que les relevés tels qu'ils sont donnés, de par la précision des coordonnées GPS, correspondent aux attendus de celui qui en a besoin, par sa précision, où on est actuellement, il faut l'affiner, ou elles sont, pour vous, bonnes actuellement en exploitation? Donc actuellement, ce qui se passe, c'est que de nos jours, il y a 3 personnes qui vont sur le champ, ils font 3 relevés seulement dans le champ sur une zone d'1 mètre carré. Nous, on quadrille quasiment l'intégralité de notre champ. On peut choisir du coup l'échantillonnage qu'on souhaite faire sur le champ. Du coup, on répond à toutes les attentes. Si une personne veut vraiment savoir 100% de son champ, il peut le faire. Et du coup, même avec la position GPS, vu qu'on quadrille toute la zone, on s'en sort. On est assez précis. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Vous faites une corrélation entre la partie sol et la partie vol, ou c'est la partie vol dans vos relevés qui sert de référence à la partie sol? En gros, ce qui se passe, c'est quand on prend une acquisition, on prend notre position GPS. Oui. Cette position GPS, on l'identifie sur une photo au sol, ce qui va représenter une certaine distance en fonction de notre altitude. Oui. Donc ça va représenter la zone couverte. Et en avançant, on les fusionne 2 à 2 ou 3, et ainsi de suite. Vous n'avez pas compris ma question. Si vous êtes à plus ou moins, si vous êtes du 1%, du 0,5% ou du 5%, ça se joue en centimètres, en 30 centimètres, en coordonnées. C'est la précision qui vous détermine la précision de votre identification. Donc si je suis à 30 centimètres, ce que j'ai là, la fleur qui est là n'est pas celle qui est à 30 centimètres. Si je suis à 2 centimètres, je suis forcément dessus. C'est clair, c'est ce que je veux dire. C'est que chaque image est traitée. Cette image correspond à une emprise sur le terrain. Et sur cette emprise sur le terrain, on va chercher à comprendre si on a atteint les 80% de floraison. Et donc on aura des différents stades de couleurs qui va nous permettre de savoir si sur cette image-là, qui elle, on sait, c'est pas chaque plante, chaque fleur, ça va être le calcul. Voilà. On retranscrit, enfin, je crois que vous les identifiez toutes, hein, mais la restitution est de dire est-ce qu'on a atteint notre stade floraison voulu par Bonduelle ou pas? C'est par photo, mais disons qu'en fait, actuellement, enfin, normalement, une précision GPS est de plus ou moins de l'ordre d'1 mètre. Alors, en effectuant des essais en vol, on se rend compte que c'est beaucoup plus précis et qu'on est plutôt de l'ordre de 20 cm. Un pied d'haricot au sol va occuper à peu près une superficie de 30 par 30 cm. Nous, ce qu'on cherche, c'est à identifier une fleur au moins. Il suffit qu'on ait au moins une fleur sur un pied pour dire qu'il sera fleuri et prévoir la date de récolte de celui-ci. Voilà. Et à plus, en effectuant un traitement, il y a possibilité de voir s'il y a de la dispersion dans les positions GPS et de les réajuster après calcul. Oui, c'est la même équipe, là, CRS, et plus particulièrement peut-être en représentant de Téléspadio, vous qui utilisez souvent de l'imagerie par satellite, quel est l'avantage selon vous de la solution par drone et quels sont les avantages comparés des 2 types de technologies? Alors oui, je ne l'ai pas dit là, mais effectivement, on a doublé le test, enfin la manip que fait le groupe CRS par drone. Nous avons fait, nous, des analyses par imagerie satellite. Et pas de l'imagerie satellite optique, mais de l'imagerie satellite radar. Donc sur une parcelle, enfin il y avait 4 parcelles, on a pu analyser pour chacune des parcelles entre 30 et 80 images satellites qui correspondaient à la fourchette de temps entre la date de semis et la date de récolte. En analysant toutes ces images sur une même parcelle, on s'aperçoit que pendant toute la période de croissance de la plante, on a une analyse
qui nous permet de retracer une courbe de la croissance de cette plante. Et lorsqu'on arrive à la date de floraison, il y a un arrêt de la croissance qui est retranscrit par ce qu'on pourrait appeler un plateau. Je ne sais pas si je suis clair. Ouais. Donc, sur la base de cette courbe, on peut donner une alerte en disant il semblerait qu'on soit proche de la date de floraison. Par contre, n'ayant pas la précision de l'image qui va nous permettre de regarder si effectivement on a atteint ce taux de 80%, il y aurait une complémentarité intéressante à avoir avec le drone pour ensuite aller effectivement compter et quantifier précisément le nombre de fleurs. Juste pour ajouter quelque chose aussi, notre solution, c'est que si on passe par les imageries radar, en fait, on a sur la zone une moyenne. On sait que c'est à peu près à ce moment-là. Nous, avec notre survol avec des images, on peut détecter vraiment au sein même de la parcelle quelles zones sont prêtes, sont fleuries et quelles zones ne le sont pas. Donc, on peut décaler les dates de récolte pour du coup avoir le meilleur rendement au final. Donc, ça donne un avantage supplémentaire aux images satellites. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Est-ce que vous vouliez ajouter un petit mot de fin ? Soit vous parlez, je parlerai peut-être à la fin, mais allez-y d'abord. Non, on voulait juste vous remercier d'être là aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Moi aussi, je voulais vous remercier. Je voulais aussi remercier en fait les jeunes qui sont en stage ou qui sont un peu loin et qui sont venus exprès un samedi. Parce qu'il y en a qui sont même à Clermont-Ferrand, qui sont même venus exprès pour vous présenter en fait leur projet. Et je voudrais une nouvelle fois que vous les félicitiez pour ce qu'ils ont fait. Merci beaucoup. Et merci à vous de vous être déplacés. Alors si vous avez d'autres questions, on est encore disponible un petit peu à l'extérieur, donc on est là aussi pour répondre à vos questions. Et si nécessaire, voilà. Des fois c'est difficile de poser une question devant tout le monde, mais moi je serai dispo pour répondre à vos questions à la suite. Oui, en complément de ce qui vient d'être dit, nous allons être obligés de préparer la conférence suivante. Donc nous allons faire sortir toute la salle, la verrouiller, puisque là nous recevons après du beau monde pour le grand débat à 16h. Donc on va finir de tout désinstaller. On va vous inviter à rejoindre le hall et les expositions qui se passent dans le hall si vous voulez retrouver les étudiants et M. Grelot pour poser des questions. Et à 16h, rendez-vous ici pour le grand débat du Festival Big Bang. À tout à l'heure.